Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel Esprit public et en direct depuis le théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne, devant une foule fort importante qui nous laisse à penser qu'un certain nombre d'éléments de l'actualité de la semaine écoulée préoccupent la plus grande partie de nos auditeurs. Nous sommes donc à l'école alsacienne, que je remercie une fois de plus de nous accueillir une fois par mois pour nos émissions en public et en direct. Et tout à l'heure, après l'émission, il y aura l'échange avec la salle que vous pourrez retrouver sur notre site à partir de mercredi à la rubrique des Badas, puisque comme vous le savez, c'est sous ce nom donné au supplément que les commerçants marseillais se devaient d'offrir à leurs clients que nous avons décidé de publier les enregistrements des échanges avec la salle. Vous savez que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 publie un numéro consacré à la longue marche vers l'Amérique. Depuis la mi-octobre, plusieurs milliers de Centra-Américains, en effet, hommes, femmes et enfants, se sont rassemblés pour marcher ensemble vers le nord, et si certains ont accepté de s'installer au Mexique, la majorité d'entre eux souhaitent obtenir l'asile aux États-Unis et se trouvent aujourd'hui piégés à Tijuana. Que peuvent encore espérer ces migrants? Que nous disent ces immenses caravanes de l'état du monde et de son avenir? C'est donc le sujet du numéro de cette semaine de l'hebdomadaire Le 1. Quant à nous, nous allons nous efforcer d'éclairer donc certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, mais nous ne le ferons pas sans vous avoir rappelé que vous pouvez matériellement nous soutenir, ce qui est fort important, et pour notre indépendance et pour la continuation de nos affaires. Vous trouvez tout ce qu'il faut faire, et notamment pour vous abonner sur le site Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr, et nous allons maintenant, selon une tradition antique et quasiment solennelle, remercier celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent matériellement et moralement. Pour ma part, je remercie Marie-Françoise Dréano, Marie Boinard, Yves Cotin, Marianne Laporte et Charles Le Boulanger. Marc-Olivier Padis. Alors, je remercie vivement Jean-Jacques Clément, Jean-Frédéric Diebold, Michel Cortial, Philippe Ourglas et Philippe Brigand. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, moi, mes remerciements vont à Erwan Le Gléour, à Christian Gachet, à Benoît Roger Vasselin, à Arnaud Leleu et à Brigitte Sandaï-Wins. Nicole Niesotto. Je remercie Simon Issard, Claude Amelino, Mathieu Pézeril, Philippe Lafontan et Fabrice Lelec. Nicolas Pavrez. Au nom des Amis du Nouvel Esprit Public, je remercie Éric de Belleval, Vincent Poudampa, Yves Claire, Pierre Macagne et Patrick Drahi. Jean-Louis, tu dis Erwan, toi, pas Erwan? Pardon, c'est un point de détail, nous y reviendrons plus tard. Et si vous Erwan, là. Ah oui, absolument. Ah non, bon, mais c'est une erreur parce que j'ai un collègue dont le prénom est Erwan et que je salue tous les jours puisqu'il est devant moi sur le banc. J'ai d'autres collègues qui sont ici d'ailleurs, que je salue aussi. J'y pas. Ce point important étant réglé, et avant d'être soumis au Bada tout à l'heure, c'est Mitterrand qui disait Koweït. Koweït, oui, la guerre du Koweït. Oui, en avançant l'élève. Vous avez donc reconnu Nicolas Bavrez, avocat essayiste, Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au CNAM, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Les bruits sont revenus jusqu'à moi de ce qu'il y aurait en ce moment du tirage de manière importante et peut-être même bientôt public entre la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge. Mais comme je n'ai pas d'éléments plus substantiels, nous avons quand même décidé que nous parlerions de la question des Gilets jaunes. Samedi, les Gilets jaunes appelaient à manifester pour la 4e fois, et de 300 000 manifestants le 17 novembre dernier, ils seraient passés à 125 000. À Paris, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, la journée a été émaillée de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre, dont 89 000 fonctionnaires étaient mobilisés, et des manifestants liés ou non aux Gilets jaunes. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu près de 1400 interpellations dans tout le pays et 974 personnes ont été placées en garde à vue. Lundi, les partis d'opposition ont tous été reçus à Matignon. Jeudi, la France Insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste annonçaient le dépôt demain
d'une motion de censure conjointe. Mardi, dans une première tentative de désamorcer le mouvement, le Premier ministre a annoncé la suspension pour 6 mois de la hausse de la taxe sur le carburant, suspension commuée le lendemain par le président de la République en annulation pure et simple, bien que les mesures annoncées par le Premier ministre aient été adoptées à l'Assemblée nationale par 358 voix contre 194. Le ministre des Comptes publics a estimé à 4 milliards d'euros le coût de cette annulation. Mercredi, Emmanuel Macron a demandé aux autorités politiques, syndicales et patronales de lancer un appel au calme, je cite, clair et explicite, pour éviter les débordements samedi. Si plusieurs syndicats de salariés et du patronat ont débattu avec la ministre du Travail vendredi de mesures bénéfiques au pouvoir d'achat des salariés, la CGT a refusé la concertation et lancé un appel à la grève des routiers, appel annulé après l'acceptation par le patronat des revendications des camionneurs. La FNSEA a appelé à la mobilisation la semaine prochaine. Une manifestation étudiante a réuni plus de 1000 participants vendredi. Plusieurs centaines de lycées ont été bloqués au cours de la semaine et les images de l'intervention des forces de l'ordre à Mantes-la-Jolie ont provoqué un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux et le dévoilement des affinités, voire des affiliations politiques de certains porte-paroles des Gilets jaunes a soulevé de nombreuses questions. Vendredi soir, les commentaires de ceux des Gilets jaunes reçus par le Premier ministre avaient pour la première fois une tonalité confiante. Le président de la République, qui ne s'est pas exprimé publiquement depuis la présentation de la stratégie énergétique de la France le 27 novembre dernier, prendra la parole mardi. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. On peut se demander si c'est tout à fait raisonnable de notre part de nous livrer à un commentaire sur cette actualité, dans la mesure où il n'est pas évident qu'on y comprenne grand-chose. On est frappé par la disproportion entre les éléments matériels dont on dispose, factuels, pour essayer de réfléchir, et l'ampleur des commentaires qui se répandent et qui se développent sur ce sujet, chacun voyant plus ou moins midi à sa montre et disant « mais c'est exactement ce que j'avais toujours annoncé, il confirme mes analyses ». Donc c'est tout de même très difficile d'analyser ce mouvement. D'abord, il y a beaucoup de désinformation. C'est un mouvement très hétérogène. On voit, quand on lit les articles de journaux, des reportages en province, que d'un rond-point à l'autre, à quelques kilomètres, on a une sociologie des personnes qui font les occupations qui n'ont rien à voir, avec des ambiances complètement différentes, des gens qui ne se fréquentent pas. Et même parfois, le jour et la nuit, ce n'est pas la même population qui occupent les ronds-points. Certains du jour disant « moi, je préfère partir parce que ceux du nuit m'inquiètent un peu ». Donc c'est très difficile de se faire une idée générale. Bon, il n'y a pas de voix officielle, tout le monde l'a remarqué, ce qui est d'ailleurs un des points préoccupants, et d'autant plus préoccupant que ceux qui se présentent parfois comme des porte-paroles reçoivent des menaces s'ils acceptent de parler, même parfois des journalistes. Donc c'est une situation difficile, floue, compliqué à décrire, et on ne sait pas aussi quel est le point de maturité de cette crise. C'est-à-dire, dans ce type de crise, qui n'est pas inédit à mon sens, on voit d'abord qu'il y a un élan très rapide au début, une installation dans la protestation, les gens commencent à prendre leurs repères, ils font la connaissance, ils découvrent, pour certains, l'ivresse de l'action collective, et puis après on s'installe, les positions se figent, et c'est très difficile de sortir du mouvement. Une fois qu'on s'est engagé, qu'on s'est dit, bon, j'ai passé 3 week-ends, 4 week-ends, j'ai sacrifié des nuits, des soirées, c'est très difficile de sortir. Donc où en est-on dans l'étape de maturité de cette crise? Est-ce que les annonces gouvernementales n'ont pas été trop tôt par rapport à l'évolution des esprits? Ce n'est pas encore très clair, surtout s'il y a un risque d'élargissement avec des agitations à l'université, dans les lycées, etc. Donc, même si on a l'impression que les manifestations d'hier semblent indiquer un certain reflux. Bon. Néanmoins, ces précautions rhétoriques étant prises, je pense qu'on peut dire qu'il y a une crise à plusieurs niveaux, comme des poupées russes. Il y a d'abord la plus petite poupée qui est le point de départ de la protestation, qui est la question de la fiscalité verte à travers la protestation contre la taxe carbone et l'augmentation que cela induit pour le prix de l'énergie. Et là, il y avait un débat sur le partage de l'effort pour la transition écologique. Est-ce que l'effort est bien reparti? Le débat sur le fait que, que, en même temps, pour que ça marche, il faut que tout le monde contribue à l'effort, etc. Bon.
Et le gouvernement a répondu sur ce point. Ajournement puis suppression pour 2019 de la hausse, pas de la taxe, mais de la hausse de la taxe. Ensuite, la mobilisation, disons, a amplifié, a élargi ses revendications sur la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, on ne s'en sort pas, les fins de mois difficiles, les fins de mois contre la fin du monde. Et à ce moment-là, ont été visées, disons, l'augmentation des prélèvements obligatoires. Et la prestation en retour, si on peut dire, même si ce n'est pas donnant-donnant, on n'est pas sur un marché, mais le sentiment que les services publics sont plus aussi accessibles, aussi proches, aussi performants, surtout par rapport au niveau d'imposition. Ça, c'est le deuxième débat pour lequel le Premier ministre a annoncé un grand débat sur justement la dépense publique dans les mois qui viennent. Donc là, ça reste quelque chose ouvert. Et puis, le troisième élément de la crise, l'élément plus large, c'est la crise politique, la dénonciation du manque d'écoute, la demande de respect, la prise en compte de classes moyennes fragilisées, la prise en compte de populations qu'on voit peu apparaître, qui sont peu organisées, etc. Et là, on ne sait pas quelle va être. Est-ce que la réponse est à la hauteur de cette demande ? Vous ne nous entendez pas, vous n'entendez pas la France qui souffre. Alors c'est très dommage parce que l'intuition d'Emmanuel Macron au moment où il a lancé sa campagne, c'était justement qu'il fallait répondre à ce malaise-là. Il l'avait perçu au lancement de En Marche, avec l'opération de la Grande Marche, qui était justement d'aller à la rencontre des Français qu'on n'écoute jamais, qui ne sont pas dans les partis, qui ne sont pas dans les syndicats. Et c'était un exercice qui a été très, très utile, mais qu'il n'a pas poursuivi une fois au pouvoir. Et ça, c'est un ratage qui est vraiment très dommageable, parce qu'au lieu de la consultation et de la participation, qui était, disons, l'élan initial, on a eu le pouvoir vertical. Alors pourquoi s'est-il fourvoyé sur ce point ? À mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que le pouvoir vertical, c'est quand même la forme habituelle du pouvoir exécutif en France. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron s'est trop bien fondu dans les institutions de la Ve République, l'idée du volontarisme politique. Le président détient les manettes et c'est lui qui agit. Et là, il y a un excès de confiance dans les pouvoirs du président qui finit par se retourner contre le président, qui est le paradoxe de la Ve actuellement. La deuxième raison, je pense, c'est que il y avait, certes, il faut écouter les Français, mais l'autre aspect de la politique, c'est qu'il faut que les Français voient les résultats des politiques. Il faut montrer la performance des choix, il faut qu'ils aient des résultats, il faut produire des résultats. Et pour cela, il faut aller vite. Pour aller vite, il faut contourner la négociation, et donc il faut étouffer le débat politique. Finalement, c'est ça qui s'est passé depuis des mois, la faiblesse de l'opposition, pas de débat au Parlement. Comme dit Jean-Louis, souvent, le fait qu'on ne prend plus en compte les sensibilités politiques traditionnelles françaises, pas d'animation du débat politique par le parti majoritaire, à peine d'animation au sein du parti majoritaire. Disons, l'étouffement du débat politique. Et on revient un peu à quelque chose de plus ouvert, avec le Premier ministre qui joue un rôle un peu plus important, le président qui s'expose un peu moins. Mais tout ça est encore en point d'interrogation. Y aura-t-il une inflexion dans la pratique du pouvoir ? Nicole Nisotto. Oui, alors je crois que Marc-Olivier Padis a bien sûr raison de parler de la confusion, de la difficulté d'analyse de ce mouvement, mais il me semble quand même que par rapport à l'acte 3 du samedi 1er décembre, qui était celui d'une espèce de violence insurrectionnelle et incontrôlée, l'acte 4 d'hier permet de voir un certain nombre de clarifications. Moi, j'en vois 4. Premièrement, première clarification, la mobilisation reste très forte, aussi bien chez les Gilets jaunes que dans le soutien de l'opinion. Alors évidemment, on est passé de 300 000 à 120 000, mais on ne peut pas dire que les mesures annoncées par le gouvernement cette semaine et par le président de la République ont calmé la colère des citoyens. Ça, je crois que c'est faux. La mobilisation reste très forte et le défi pour le gouvernement reste maximal. Deuxième clarification, l'État a rempli son rôle, a retrouvé son rôle de défenseur de l'ordre public républicain par rapport à l'espèce
désarroi du samedi dernier, là, on a eu des forces de l'ordre organisées, alors évidemment, peut-être un peu trop organisées, parce que quand même, presque 1700 arrestations en un jour, c'est beaucoup dans une république, mais enfin, quand même, l'État a rétabli l'ordre républicain qui est le préalable à toute négociation. Donc ça, c'est également clarifié. Troisièmement, on commence à voir dans le mouvement des Gilets jaunes une scission, ou en tout cas une friction, entre certains qui sont prêts à un début de dialogue et qui sont acceptés enfin d'aller à Matignon le vendredi. Alors je ne sais pas ce qu'ils représentent parce que personne ne représente rien dans ce mouvement, et d'autres qui restent des radicaux irréductibles qui veulent un rapport d'immédiateté entre le peuple et le président de la République, mais quand même, on voit qu'il y a une possibilité de parler, de discuter, et il faut vraiment encourager la partie des Gilets jaunes qui accepte d'être représentée. Et enfin, dernière clarification, mais là c'est une clarification négative, le niveau de violence reste quand même très très fort. Moi, c'est ce qui me frappe, le niveau de violence verbale, d'abord dans les textes que l'on peut voir dans les réseaux sociaux, avec des appels au meurtre, avec un député qui reçoit une balle dans son courrier, un autre qui se fait brûler sa voiture, une rhétorique robespierrienne, si je puis dire, avec des guillotines. Hébertiste. Comment dit-on ? Hébertiste. Oui, pardon. Mais robespierrienne, je crois que c'est plus compréhensible pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est pas la même chose, c'est une violence d'État. Non. Et donc, une violence verbale extraordinaire et bien sûr une violence physique qui est quand même étrange. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que les casseurs, les black box casseurs, ils sont allés à la manif des Gilets jaunes, ils ne sont absolument pas allés à la manif des défenseurs du climat. Donc, de là à penser qu'il y a non pas une complicité, mais enfin quand même quelque chose, une connivence entre les Gilets jaunes et les casseurs, moi, je me pose tout simplement la question. En tout cas, voilà, on peut maintenant avoir, je crois, cette clarification des choses. Le mouvement est populaire, l'État remplit son rôle, le niveau de violence reste très fort. Et mon deuxième point que je voudrais dire, Philippe, c'est que c'est ce niveau de violence qui, aujourd'hui, singularise la France dans le paysage européen. La France n'est pas une exception, évidemment. Ce que l'on voit dans les Gilets jaunes, c'est ce que l'on voit partout ailleurs, sous des formes différentes, parce que chaque pays a son histoire, etc. Mais c'est exactement ce que l'on voit en Italie, c'est ce que l'on voit dans tous les mouvements populistes, dans la montée du souverainisme, dans la montée de la violence. C'est également quelque chose qui traverse les États-Unis, c'est-à-dire cette révolte des classes moyennes basses, qui sentent bien qu'elles sont fragilisées par la mondialisation, elles n'ont pas besoin d'avoir fait l'école alsacienne pour ça, qui sentent que leur avenir sera plus difficile que n'a été leur présent. Il y a un sondage IFOP qui est sorti ce matin dans le JDD qui montre que 58% des citoyens sont inquiets pour leur avenir personnel et qu'une large majorité pense que dans 10 ans, leur situation sera pire que celle qui est aujourd'hui. Donc ça, c'est un phénomène européen qui prend des formes différentes. En Italie, l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles est au gouvernement. Nous, on les met dans la rue ensemble. C'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui ne veulent pas de cette paupérisation des classes moyennes. La seule différence entre la France et ses partenaires, c'est vraiment notre niveau de violence. Alors, je ne sais pas si elle a des origines révolutionnaires, parce que moi, je me souviens que pendant la phase du mouvement terroriste européen, du mouvement terroriste domestique européen, par rapport à la bande Abadère ou les brigades rouges en Allemagne et en Italie, la France se distinguait au contraire par une espèce de modération des intellectuels par rapport aux terroristes. Là, on a l'inverse, peut-être parce que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement porté par des intellectuels, il n'y en a aucun, c'est un mouvement vraiment populaire, et je crois qu'il faut réfléchir à ce niveau de la violence de la société française. Nicolas Bavrez. Je crois qu'on peut quand même qualifier ce mouvement. C'est une jacquerie, et une jacquerie pour des raisons fiscales. Je rappelle que la France est le pays du monde qui a aujourd'hui la fiscalité, mais aussi les taxes les plus lourdes. C'est vrai des prélèvements obligatoires, c'est surtout vrai des recettes publiques qui représentent 53% du PIB. Alors comment on peut l'expliquer, cette jacquerie ? Il y a deux raisons, ce qui vient d'être dit. On a une crise des classes moyennes dans tout le monde développé, sous l'effet de la mondialisation, de la révolution technologique et des peurs qui concernent l'islam et l'immigration. Et derrière, on a une France dans une situation particulière qui explique la violence. Donc d'un côté, l'histoire de ce pays qui a peu de corps intermédiaires et qui met face à face les citoyens et le président, l'exécutif en général.
Et l'autre raison, ce sont les erreurs en chaîne commises par Emmanuel Macron. Une erreur de politique économique avec un nouveau choc fiscal absurde avec la CSG et ses taxes sur les carburants qui frappent en priorité les plus pauvres et le monde rural. Une autre erreur qui est d'avoir totalement délaissé l'État régalien et une erreur surtout dans la conception de son pouvoir, hyper concentré, hyper autoritaire et hyper technocratique. Et ça a généré aujourd'hui la réaction violente qu'on voit. Alors où est-ce qu'on en est ? Ça a été dit. Il y a donc une crise qui était une crise économique et sociale, qui est devenue une crise sécuritaire et qui est devenue une crise politique. Donc la partie sécuritaire, je crois que de fait, le changement de stratégie des forces de l'ordre fait que on voit le début de reprise en main et de rétablissement de l'ordre public. Mais ça ne règle ni la crise économique, ni la crise politique. Donc aujourd'hui, je rejoins, Emmanuel Macron en fait en sorte que derrière les 100 ou les 200 ou les 300 000 personnes qui manifestent, on a 67 millions de gilets jaunes. Et ça n'est pas désarmé. La conséquence, elle est très claire, c'est que Emmanuel Macron s'est mis dans la situation qui était celle de Jacques Chirac en 1995. Donc il faut être clair. En l'état, son quinquennat est terminé. Et il avait construit cette espèce d'énorme pyramide inversée. On a souvent eu l'image, une espèce de pouvoir énorme et vide où tout se résumait à lui-même. Et la pyramide s'est écroulée et c'est devenu son mausolée. Voilà quelle est aujourd'hui la situation. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on en fait. Parce qu'avec ses 23% de popularité, et maintenant, il est totalement ligoté. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, les gens vont remettre un gilet jaune pour lui dire plus jamais. Donc, c'est ça le problème politique. Et il est majeur. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'Emmanuel Macron représente sans doute la dernière manière de réformer notre pays de manière pacifique et démocratique. Et il s'est mis dans une situation où il sait... c'est pas les gilets jaunes qui l'ont tué, c'est lui qui s'est tué lui-même. Donc, nous sommes dans ce moment. Et comment peut-on en sortir ? On peut en sortir de deux manières. La première, c'est qu'il va falloir effectivement qu'Emmanuel Macron change énormément, qu'il arrête de dire qu'on maintient le cap parce que c'est précisément le cap qu'il a mis dans la situation dans laquelle il est. Donc il faut qu'il se ressente sur le territoire français et qu'il arrête de faire le tour du monde dans un but parfaitement égotique et avec par ailleurs des résultats désastreux tant en Europe que dans la tentative d'être le meilleur ami de Donald Trump. Il faut qu'il réfléchisse à une croissance plus inclusive et qu'on traite le problème des inégalités, qui ne sont pas seulement des problèmes de fiscalité, qui ne sont pas seulement des problèmes de revenus, qui sont des problèmes d'accès à l'éducation ou à la santé. Il faut qu'on traite le problème de l'État régalien et il faut enfin qu'il change et ses équipes et sa manière d'être. Mais la dernière chose sur laquelle, et ça sera mon dernier mot, c'est qu'il n'a plus son destin entre les mains. Donc il ne peut plus se sauver seul. Il va dépendre des citoyens, il va dépendre de vous, il va dépendre de nous. Donc, et c'est vrai qu'il y a un moment où les citoyens responsables de ce pays ne peuvent pas adhérer ni à la violence et à une violence qui est nihiliste, ni au fait qu'on se retrouve avec un chef d'État qui est réduit à l'impuissance dans une période où, je le rappelle, la démocratie est aujourd'hui en grand danger. Jean-Louis Bourlange, que j'entendais grommeler dans mon casque pendant que Nicolas Bavrez finissait d'enterrer notre président de la République. Oui, ça m'arrive assez rarement d'être en désaccord de fond avec Nicolas, mais là je ne le suis pas tellement dans ce qu'il dit, parce que comme toujours, Nicolas dit des choses justes. Mais la synthèse autour de Macron me paraît profondément inéquitable. Je suis très à l'aise, j'ai ici un de mes collègues qui sait qu'en groupe je passe ma vie à dire qu'on ne devrait pas faire comme ça, que Macron a fait une erreur, qu'on devrait... donc vraiment, j'ai l'esprit critique, l'image de la pyramide inversée, je l'avais sortie il y a 1 an et demi déjà, enfin tout ça, on sait tout ça. Mais je crois qu'effectivement, il y a eu trois problèmes pour Macron. Il y a un problème de verticalité, qui est évidemment inhérent à la Ve République, mais qui est renforcé par le fait qu'il n'a pas voulu constituer un vrai parti politique et que le seul parti qui existait un peu sur le MoDem, il l'a marginalisé, donc il s'est retrouvé seul, c'est une faute. Deuxièmement, je crois, alors sur les réformes, il faut arrêter. Ce qui caractérise les réformes,
c'est peut-être un peu d'agitation dans tous les sens, mais c'est une extrême timidité. Combien de fois avons-nous dit, et combien de fois Nicolas Bavrez a dit, que le problème de la dépense publique n'était pas du tout abordé de façon sérieuse. Les réformes qu'on a faites, la seule réforme vraiment en profondeur qui ait été engagée, enfin réforme, changement, transformation, c'est sans doute celle de Jean-Michel Blanquer et de l'Éducation nationale. C'est également les premiers gestes qu'a fait Muriel Pénicaud avec la réforme du Code du travail. Et troisièmement, et c'est important, et c'était demandé par toute la droite, et c'était demandé par toute l'Europe et par tout le monde, l'alignement de la fiscalité sur les classes supérieures et la fiscalité sur les entreprises sur la moyenne des économies développées qui fonctionnent très bien et qui apportent aux gens de la croissance, de l'emploi, de la réduction des inégalités. Regardez le modèle suisse, comparez la Suisse et la France au cours des 40 dernières années et vous verrez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais à part ça, ce qui est frappant, c'est l'extrême prudence, l'extrême timidité. En réalité, le pacte social, le pacte fondamental sur lequel a été élu Emmanuel Macron n'a en rien, enfin le pacte républicain n'a en rien été mis en cause. Il n'y a aucune mise en cause du pacte institutionnel, loin de là. Il n'y a aucune mise en cause du pacte économique et social. Il n'y a aucune mise en cause du pacte européen. Alors il y a certainement des formules maladroites, etc., ça j'en conviens. Mais ce qui est frappant, c'est la disproportion, et elle est fondamentale, entre les reproches qu'on peut faire à Emmanuel Macron et l'ampleur du mécontentement, le mouvement de fragmentation, de colère et de haine qui secoue la société française et qui, évidemment, traduit un mal autrement plus profond. Le fait qu'on congédie la fidélité aux institutions en 2 coups de cuillère à peau en disant « les institutions, c'est une option, on respecte ou on ne respecte pas ». Tout ceci montre un malaise extraordinairement profond. Ce malaise, je dois dire, et je vous fais part ici, de mon profond, je ne dis pas désenchantement, car je ne suis pas d'un naturel enchanté, mais d'une certaine forme de désespoir. Je dois dire que je ne démissionne pas actuellement de mon mandat politique, parce qu'on ne quitte pas le navire dans la tempête, mais j'ai l'impression de voir se fracasser tout ce sur quoi j'ai bâti mon engagement politique. D'abord, le modèle rationalisateur, comme disait quand j'étais à Sciences Po M. Georges Lavaux. On a appris, moi j'ai toujours pensé que 2 et 2 faisaient 4, au moins en politique, en économie, etc. Maintenant, si on dit 2 et 2 font 4, on dit quel horrible technocrate. Vous insultez la spontanéité des masses, vous insultez les choses. Non, il faut abolir ces réflexes, ce principe de réalité n'existe plus. Ensuite, le système représentatif. Moi, j'ai toujours considéré que les affaires politiques étaient complexes, qu'elles demandaient de la réflexion, de la compétence, de la négociation, de la délibération. Or, maintenant, on me dit non, on n'a pas besoin d'intermédiaires, n'importe qui peut décider n'importe quand, spontanément, comme ça. Bon. Donc, effectivement, tout l'effort intellectuel de rationalisation, d'examen des possibles, d'attention portée au bon choix par rapport au mauvais choix, tout ça est inutile. Troisièmement, j'ai toujours pensé que la politique reposait sur le temps, que tout ce qu'on construisait devait se faire dans la durée, qu'il fallait donc définir des priorités, définir des calendriers. Nous sommes dans un régime d'instantanéisation complète. On demande au président de la République dans 2 jours de donner des mesures fortes, un discours fort, des mesures. Qu'est-ce que c'est que ces mesures fortes? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'intelligent, de prospectif, qui seraient des mesures d'application immédiate? Et donc, je pense que d'ailleurs l'exaltation du référendum, car c'est le dernier point, c'est le refus du compromis. J'ai toujours pensé, au colloque Pierre Asner, hier, avant-hier, Timothy Gartonage disait une chose assez géniale. Il disait le problème, Asner, il avait comme idée que la politique avait 3 mains. Pourquoi? Parce qu'il en avait marre d'avoir des politiques qui disaient d'un côté, c'est d'une main, de l'autre, il fallait aborder la 3e main, c'est-à-dire la synthèse. Faire fonctionner une société, c'est tracer des voies de compromis,
des voies de conciliation. Or, actuellement, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le règne de la confrontation. Regardez le principe, l'exaltation du référendum. Ce sont les trois choses à la fois: négation du pouvoir représentatif, négation de la rationalisation, on y va, on est pour, contre, c'est ça qui compte, et négation du compromis. Ça, c'est arrivé à peu près petit à petit à travers le référendum de 2005, qui était très significatif à cet égard, et maintenant nous en sommes là. On ne peut pas faire fonctionner un pays en ignorant la raison, en ignorant la représentation, en ignorant le temps et en ignorant le compromis. Alors moi, je suis face à cela. Je n'ai pas de solution à apporter, mais je me demande pourquoi on en est là. Et quand je regarde la société française, quel que soit, je ne porte pas de jugement de caractère moral. On ne juge pas une société, on ne change pas le peuple quand il ne vous plaît pas, on change de député, ça c'est beaucoup plus possible. Et croyez-moi, beaucoup de députés souhaiteraient dans leur cas que ce soit possible. Regardez la désaffection des maires, les maires qui veulent démissionner, c'est un métier qui n'a plus du tout la grandeur, la signification qu'il avait quand j'ai commencé. Roselyne Bachelot est dans cette salle, on était ensemble dans la mouvance gaulliste et on vivait, même si il y avait des différences entre les uns et les autres, on vivait quelque chose de très fort. Maintenant, non. Mais qu'est-ce qui est dans la société française? Je vois deux choses. Je vois un mouvement de fragmentation qui est très ancien. Regardez, comparez les élections de 2017 à celles de 2002. En 2002, Jacques Chirac, Le Pen et Jospin font presque jeu égal. Ils sont autour de 20%. Au second tour, il reste Le Pen et Chirac. Chirac fait 82% et Le Pen 18%. Pourquoi ? Parce que la société française de l'époque, elle n'est pas chiracienne. Elle voit bien les défauts de Chirac, mais elle sait que Chirac représente ce que nous avons en commun. La République, des valeurs communes, le bien commun de la République. Regardez les élections de 17, rien de semblable. L'extrême gauche dit vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous mobiliser contre Le Pen. Je vois un homme tout à fait respectable comme M. Bellamy qui dit moi je ne vous dis pas pour qui je vote au second tour, montée du vote blanc, montée de l'abstention, etc. Donc vous avez une société qui est à l'époque, dès cette époque, très profondément fragmentée. Et c'est ça que nous vivons. La fragmentation, je l'ai analysé plusieurs fois, ça conduit à la fin au zadisme. Alors ça, je termine là-dessus, mais c'est intéressant le zadisme. Le zadisme, jusqu'à présent, c'était un zadisme de protection. Notre-Dame-des-Landes, on bâtissait un camp retranché. Ce que représente le zadisme des ronds-points, parce que le zadisme des ronds-points, c'est à la fois une généralisation du zadisme, toute la France est composée de ZAD, et c'est un zadisme offensif puisqu'il se met sur les nœuds, les articulations, les points de communication de la société. Donc nous sommes dans une revendication de fragmentation reconnue, d'où le fait que le Premier ministre ne peut pas trouver un interlocuteur qui, quand il annonce qu'il va voir le Premier ministre, reçoit pas des menaces de mort, ce qui est quand même absolument hallucinant. Donc il y a cette fragmentation profonde, une société qui est en train de se défaire. Et deuxièmement, c'est le refus d'obstacle. Je ne me souviens pas que vous ayez annoncé un deuxièmement. Oui, bien sûr. Mais ça ira très vite. Je crois qu'on a un refus d'obstacle général, et que je comprends d'ailleurs, de la société devant les exigences d'une adaptation douloureuse, d'une remise en cause pénible sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan de la mondialisation, sur le plan culturel, sur le plan social, une remise en cause de ce qui a été notre pacte social, économique, culturel. Nous savons que le XXIe siècle exigera de nous que nous soyons profondément différents, et le peuple français, massivement, est en train de dire non, nous ne voulons pas de cette adaptation. Quand on en est là, je vous assure, et qu'on est député de la nation, on a vraiment la tentation de pleurer. Nicole Lesotho. Alors, moi, je vais partager le désespoir de Jean-Louis, en espérant d'ailleurs avoir la même tolérance de notre patron bien-aimé pour mon temps de parole. Pour mon temps de parole. Je vais revenir sur cette crise. Moi, il y a trois aspects
de la crise, me semble-t-il. Il y a d'abord la crise sociale, et elle est profonde. Ce n'est pas simplement une crise un problème de revenus à la fin du mois, ce n'est pas simplement des gens qui n'arrivent pas à ficeler les deux bouts, c'est une crise profonde de creusement, évidemment, des inégalités dans ce pays, mais c'est surtout une crise qui dépasse largement la politique d'Emmanuel Macron. C'est une crise que l'on retrouve dans toutes les sociétés occidentales riches. C'est une crise qui est conséquence directe de la mondialisation. Et moi, je vais même jusqu'à penser que plus la mondialisation va être successful, réussie, plus les inégalités vont se creuser dans les sociétés occidentales, et plus le malaise des classes moyennes va augmenter. Autrement dit, c'est au-delà de la politique d'un gouvernement, je crois, que de répondre à cette crise qui est vraiment une crise structurelle de la mondialisation, parce que, je répète, la mondialisation dans les pays pauvres, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle enrichit les pauvres. La mondialisation dans les pays riches, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle appauvrit ou paupérise les classes moyennes. Or, les classes moyennes, c'est 80% des corps électoraux des sociétés riches. Et donc, il y a une espèce de tragédie dans cette crise sociale qui va bien au-delà d'un pays, qui est que plus la mondialisation va augmenter, plus la crise va augmenter. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas au niveau du Conseil européen, puisque tous les pays sont traversés par le même malaise de leur société, il n'y a jamais eu, au niveau du Conseil européen, jamais une réunion au coin du feu, quelque part, où les 27 chefs d'État se disent « Mais dans quel monde vivons-nous ? Qu'est-ce qu'on va dire à nos sociétés ?» Rien, jamais, il n'y a aucune réflexion. Donc ça, c'est une crise, à mon avis, extrêmement grave. J'ai même le chiffre que simplement en France, entre 2003 et 2013, les plus modestes ont gagné 2,3% de pouvoir d'achat, les plus riches, 42% de pouvoir d'achat. Donc voilà, donc l'accroissement des inégalités. Mais deuxièmement, sur cette crise sociale, il y a une crise de sens. Ce n'est pas la première fois dans ce pays ou dans les pays européens qu'il y a des riches et des pauvres, qu'il y a des politiques de rigueur, des politiques de réforme qui se traduisent par un accroissement des impôts pour les classes moyennes. Juste un mot, Nicolas, c'est vrai que la France a le taux d'imposition le plus fort dans l'Union européenne, mais elle a aussi le taux de dépenses sociales le plus élevé. Donc ceci compense cela. Hein. Mais on a une vraie crise de sens. Explique cela. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pas compense. Ah pardon, alors je l'ai dit. Merci de toutes les corrections, Jean-Louis. Heureusement que vous êtes là, parce que il y a une crise de sens. C'est qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, mais à quoi ça sert ? On veut bien serrer un peu la ceinture, mais où va-t-on ? À quoi ça sert ? Quel est l'avenir que l'on donne à nos enfants ? Et c'est une grande différence avec les sociétés industrielles que l'on a connues et dont on sort. Dans les sociétés industrielles, les pauvres, entre guillemets, effectivement, avaient l'impression d'être victimes de l'enrichissement des autres, etc. Mais il y avait un correctif important qui était la notion d'ascenseur social et l'illusion du progrès. Et la certitude que les enfants vivront mieux que les parents. Moi, mes grands-parents étaient bûcherons, gagnaient rien du tout, et mes parents ont été petits entrepreneurs, et voilà, moi, je suis caractéristique de la société industrielle d'autrefois. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire les gens font des efforts, se serrent la ceinture, et ils ont l'impression que le seul discours qu'on leur sert sur à quoi ça sert tout ça, c'est un discours anxiogène. Le climat, la planète va disparaître, le terrorisme va faire disparaître les démocraties, etc., etc. Et je crois, là aussi, je regrette au niveau d'Emmanuel Macron, qu'il soit capable de faire des discours magnifiques sur l'avenir de l'Europe, est vraiment formidable, mais qu'il soit incapable de faire un discours sur l'avenir des sociétés occidentales dans la mondialisation. Donc ça, c'est la deuxième crise. Et c'est celle-là qui explique le besoin de dignité. On entend souvent ça de la part des Gilets jaunes, on lit ça, le sentiment que cette mondialisation les déshumanise. Alors, ce n'est pas la première fois. On se souvient tous du film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on voit vraiment que l'être humain est réduit à une espèce de rouage. Mais là, c'est encore plus fort avec la mondialisation et avec l'intelligence artificielle qui va venir. Et donc, les gens ont un besoin de dignité, simplement de remettre de l'humain dans cette mondialisation. Et là, sur cette base-là, avec cette crise sociale profonde qui, à mon avis, est irréversible, c'est pour ça que moi je suis désespéré, c'est quelles que soient
réforme que puisse annoncer Emmanuel Macron, c'est irréversible parce que c'est la perversité de la mondialisation de susciter de plus en plus d'inégalités et de perdants de la mondialisation. Et donc, sur cette crise sociale, sur cette crise de sens, eh bien, arrive la crise politique, effectivement, qui est une crise de la représentation. Plus personne, les partis politiques, les syndicats, plus personne ne sert de vrai intermédiaire. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le populisme, c'est-à-dire le lien direct entre le peuple et le chef d'État. Alors évidemment, Emmanuel Macron l'a fait à son niveau quand il a cassé les partis politiques. La rue le fait aujourd'hui à son niveau quand elle s'adresse directement au président de la République. Et donc, voilà, je termine, Philippe. Si on a encore le temps, j'essaierai de voir quelles sont les solutions possibles à cette triple crise. Non seulement nous avons le temps, mais puisque nous avons ensuite un échange avec la salle, je vous rappelle que exceptionnellement, comme chaque mois est une proposition qui ne tient pas debout, mais comme chaque mois, il y aura un exceptionnel développement qui sera à la disposition de tous nos auditeurs, c'est-à-dire celui du BADA. Nicolas Bavrez. En écoutant Jean-Louis Bourlanges, en fait, j'ai eu du mal à trouver pourquoi et en quoi il était en désaccord avec l'analyse que j'avais faite. Mais il y a un point qui nous distingue, c'est que je constate que, comme d'habitude, je suis le seul optimiste parmi les intervenants. Et donc, je suis le seul à ne pas céder au désespoir, mais à penser qu'on peut trouver une issue à cette crise. Donc, là où il y a accord, évidemment, c'est que, premièrement, Emmanuel Macron récupère, se trouve au point de convergence de deux évolutions qui le dépassent largement. D'abord, la France, qui a quand même connu 35 ans de décrochage, et c'était une des raisons pour lesquelles il a été élu pour essayer d'arrêter ce mouvement. On vient d'en parler, et je le rappelais, bien sûr, les problèmes de la France s'inscrivent dans la crise générale des démocraties, on l'a rappelé, mondialisation, révolution numérique, immigration. Et donc derrière, il y a trois mots. Un a été employé, mais ce n'est pas le seul. Fragmentation, c'est tout à fait vrai. C'est vrai du système mondial, c'est vrai de la société française. Deuxième mot, polarisation. Polarisation sur le destin des individus, les entreprises, les territoires. Troisième mot, confrontation. On n'est plus dans le temps des compromis, on est dans le temps des conflits. Là où la responsabilité d'Emmanuel Macron est très grande, c'est que de fait, son élection a créé un malentendu considérable. Parce que il y avait une telle charge après le Brexit et puis Trump que c'est pour ça que cette élection a intéressé le monde entier et que Emmanuel Macron a été célébré dans le monde entier, c'est qu'on a considéré à tort que c'était un coup d'arrêt donné au populisme. C'était évidemment faux sur ce qui se passe en Europe et dans le monde développé. C'était encore plus faux sur la France où on a transformé la France. Et c'est pour ça que notre image a été considérablement bouleversée en bien. C'est qu'on a considéré que la France, tout d'un coup, devenait une France non populiste ou le rempart du populisme. Il suffisait de regarder les résultats du premier tour et la configuration très particulière de cette élection pour savoir qu'il y avait là un énorme malentendu, et c'est ce malentendu qui se dissipe aujourd'hui. On a parlé de la solitude, on peut parler des erreurs. Je crois que là où Emmanuel Macron a une énorme responsabilité, c'est que de fait, il n'a rien voulu voir de tout ça et il a concentré sur une situation explosive où les problèmes généraux de la démocratie se rajoutaient aux problèmes de la France. Il a tout concentré sur lui, il s'est surexposé et aujourd'hui, effectivement, ça s'est traduit par une implosion. Là où je crois qu'on peut en sortir, c'est, je le répétais, lui, aujourd'hui, et c'était ce qui est dit, il n'a plus de marge de manœuvre par lui-même. Mais je pense que les citoyens de ce pays, et c'est vrai que c'est là qu'est la clarification décisive, parce que c'est là qu'est la schizophrénie. De fait, la grande différence avec mai 68, c'est qu'en 68, les gens étaient dans la rue pour une autre société. Une alternative, c'était une chimère, mais c'était une chimère heureuse. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue pour tout casser, pour ne rien changer. Et ça, c'est la première chose très importante. Si on veut ne rien changer, de fait, l'avenir de ce pays est condamné. La deuxième schizophrénie, on l'a vu, c'est sur effectivement les impôts et la dépense publique. Il faut être très clair, oui, la priorité absolue, c'est de baisser les impôts. Et c'est pour ça qu'on ne va certainement pas en sortir en rétablissement des impôts qu'on a fait disparaître. C'est comme ceux qui expliquaient qu'on allait sortir d'une crise de la dette en 2008 en rajoutant des dettes. C'est vraiment pas la bonne manière de s'y prendre. Mais ce qui est vrai, c'est que si on veut baisser les impôts,
il faut s'attaquer à la dépense. Et aujourd'hui, paradoxalement, on a une piste pour le faire, qui est précisément les 34% de l'État-providence. Parce que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, en mettant 34% du PIB dans les transferts sociaux, on arrive à avoir la pauvreté qui augmente, l'exclusion qui augmente, le record du chômage structurel de masse dans les pays développés. Donc si on n'accepte pas de penser qu'il faut réfléchir à ce paradoxe et essayer de travailler sur une meilleure efficacité de cette dépense publique, eh bien de fait, il n'y a pas de solution. Mais si on accepte de le faire, il y a des solutions. Un mot sur l'optimisme et le pessimisme. Dans les camps de concentration de l'Union soviétique, on racontait que quand on demandait la définition du pessimisme et de l'optimiste, la réponse était le pessimiste, c'est celui qui dit « ça ne pourra pas être pire ». Et l'optimiste dit « mais si, mais si, mais si ». Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais brièvement développer 3 points. Premièrement, sur la question politique, le chef de l'État réduit à l'impuissance. Alors, la description de Nicolas, il y a une équation personnelle d'Emmanuel Macron, mais il faut quand même remettre ça en perspective sur le fait que François Hollande et Nicolas Sarkozy aussi, à un certain moment, ont été réduits à l'impuissance. Pas exactement dans les mêmes circonstances, mais en gros, il y a quelque chose de vraiment très répétitif là-dedans. Et Jean-Louis disait tout à l'heure, rappelait que Jacques Chirac, en 2002, au moment du premier tour de l'élection présidentielle, avait fait 20%. François Hollande avait fait 20% au premier tour. Emmanuel Macron a fait 20% au premier tour. C'est quelque chose qui est vraiment très installé. Maintenant, la fragmentation, l'affaiblissement des partis, la fragmentation du corps électoral. Et ça renvoie quand même à un problème institutionnel. C'est-à-dire que cette idée que le président de la République va tout résoudre et que tout doit passer par lui ne fonctionne pas bien. Mais nous-mêmes, en tant que commentateurs, on est pris par cette personnalisation de la 5e et on finit par parler finalement de la personnalité du chef de l'État, alors qu'on voit bien qu'il y a un malaise social profond qui parcourt la société, qu'on a du mal à saisir. Deuxièmement, sur la crise sociale, très rapidement, Nicole en a parlé aussi. Effectivement, on n'a peut-être pas assez dit que les ménages français ont connu un recul de leur pouvoir d'achat dans les années récentes en raison de la crise de 2008. Sur les 10 dernières années, on a eu en moyenne 0,8% de croissance par an. Ça veut dire que sur les 10 dernières années, en tout, on a gagné 8% de richesse. Mais pour les ménages, ils n'ont pas vu ces 8% de richesse. Pourquoi ? Parce que les ménages ont beaucoup dans leurs dépenses de dépenses préengagées, c'est-à-dire le loyer, les abonnements, l'électricité, la carte de transport, la voiture, les assurances, les mutuelles, etc. Et donc, sur le revenu qui leur reste, le revenu arbitrable, les économistes ont calculé que ça faisait moins 1%. C'est-à-dire qu'en fait, pour stabiliser le pouvoir d'achat des Français, il faudrait qu'on ait 1% de croissance par an, et on n'y arrive pas, et on risque d'avoir du mal à y arriver. Mais par rapport aux inégalités de la mondialisation, certes, Nicole a raison de dire la mondialisation produit des inégalités, c'est quelque chose de bien documenté, social, territorial, etc. Mais il faut dire aussi quand même, par équilibre, que la mondialisation, c'est aussi le développement du commerce. Ça a fait baisser le prix de beaucoup de biens d'achat. Et des économistes aussi ont calculé qu'un quart de la consommation des ménages était une consommation liée justement à ces produits importés qu'on paye moins cher. Ce qui se passe, c'est qu'on le sent beaucoup moins en tant que ménage. Quand on voit que les paires de baskets pour les enfants coûtent un peu moins cher, en fait, on est content, mais on ne le voit pas comme une augmentation sur sa feuille de salaire. Et pourtant, c'est vrai que c'est ce qu'a fait la mondialisation. Elle a permis aux ménages de garder leur niveau de consommation parce que les prix ont baissé. Après, on peut critiquer la mondialisation. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle va se poursuivre ? Alors là, ce n'est pas sûr du tout. On y reviendra certainement dans des prochaines émissions, mais il y a beaucoup de pouvoirs aujourd'hui qui disent non, on arrête la mondialisation. Et Trump en premier lieu, qui veut remettre des barrières, des taxes partout, qui remet en cause les accords. Donc la mondialisation, ça ne va pas profiter à tout le monde. La démondialisation, ça va faire quoi ? Eh bien, ce sera la surprise des années qui viennent, on verra bien. Après, dernier point, juste sur le malaise de la société. On peut se demander avec Jean-Louis, effectivement, est-ce qu'on arrive encore à faire une politique de la raison ? Les experts sont attaqués. Nous-mêmes, le type de discours qu'on porte n'est pas forcément bien reçu. Et c'est la colère qui domine. Mais on peut se demander, la colère est-elle un affect politique ? Ou à quelles conditions la colère est-elle un affect politique ? Dans un système représentatif, on voit à peu près pourquoi la colère peut
être une passion acceptable en démocratie. Parce que dans un système représentatif, cette colère, on peut la transmuer en quelque chose d'autre. Le problème, Jean-Louis l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, on conteste la démocratie représentative au nom de la démocratie directe. Pas de représentation, c'est typique, là, le fait de ne pas avoir de délégués, de porte-parole. Mais que devient la colère en démocratie directe ? C'est le fait, justement, là, il n'y a plus cette alchimie mystérieuse. Et on se retrouve, la démocratie directe, c'était la démocratie antique, la démocratie athénienne. Le citoyen participe lui-même directement à l'action publique. Mais dans ce cas-là, la vertu qui est attendue du citoyen, ce n'est pas la colère, c'est la maîtrise, c'est la tempérance. C'est en permanence, chez Platon, on voit ça, etc. C'est-à-dire que le citoyen qui se gouverne lui-même, c'est justement celui qui maîtrise ses passions. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Figaro dans le mariage de Figaro, où Figaro dit au comte Almaviva, vous commandez à tout le monde ici, sauf à vous-même. Et ça, c'est vraiment la critique finale pour le comte Almaviva, qui, effectivement, est en colère à ce moment-là de la pièce. Et donc, la colère et la démocratie directe ne fonctionnent pas vraiment ensemble. La colère, c'est un sentiment aristocratique. C'est, dans l'Iliade, le sentiment des rois. C'est les rois qui peuvent laisser aller libre cours à la colère. Alors, certes, en tant que citoyens, nous sommes un peu tous des petits souverains, des petits rois, mais dans la démocratie directe, eh bien, on ne voit pas bien quoi faire de cette colère. Et là, ça nous oppose, enfin, ça nous laisse dans notre état de perplexité. On pourrait ajouter, la citation n'est pas tout à fait exacte, mais en restant dans Figaro, c'est aux vertus qu'on exige des valets que n'est-on en droit d'attendre des maîtres. Un mot simplement sur ces mots qu'on a entendus beaucoup ces dernières semaines, même ceux qu'on a entendus le plus, l'arrogance et le mépris. On les entend tellement qu'il est quand même très difficile de croire que ça ne remonte qu'à Emmanuel Macron. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, dont on parlera peut-être dans la deuxième partie de cette émission, qui est ce que j'appellerais qui était magnifiquement décrit dans cette gravure fameuse du temps de Calonne, le contrôleur général des finances qui avait succédé à Necker, et qui était aussi un très grand réformateur, du moins en tout cas dans ses intentions. Et vous vous souvenez peut-être de cette gravure, on y voit un singe qui est derrière un bureau, et devant lui, comme des élèves presque, il y a une basse-cour, et le singe dit à cette basse-cour, je vous ai réunis pour vous demander à quelle sauce vous voulez être mangé. Et la basse-cour répond, mais nous ne voulons pas être mangés du tout. Et le singe rétorque, vous sortez de la question. Non, mais c'est exactement le rapport qu'il y a entre la société civile et les administrations. Beaucoup de gens ont fait remarquer à quel point la France dite périphérique était mieux représentée politiquement, avec davantage d'élus, et avait reçu davantage de dotations de l'État. Mais ça n'a pas d'effet, c'est un point de vue juste, mais qui malheureusement n'a pas d'effet politique, qui n'empêche absolument pas que quand on déplace une perception de 40 km, quand on ferme une école, quand on ferme un bureau de poste, il n'y a nulle part d'explication. Il est possible, il est même probable que ces fermetures sont justifiées par quelques raisons, mais personne n'explique cette raison et personne n'en prend la responsabilité. Quand on explique, je l'ai observé à des gens qui vivent dans une zone rurale dont la couverture Internet est à peu près nulle, en tout cas extrêmement faible, quand on leur explique qu'ils ne peuvent avoir de relation avec telle ou telle administration que par le biais de l'Internet et qu'il n'y a pas simplement moyen, qu'il n'y a pas de solutions de rechange qui ont été prévues, il y a, je crois, moi, dans cette colère, pour reprendre le mot qu'a utilisé Marc-Olivier, il y a l'expression à la fois d'une fatigue et d'une exaspération devant une technostructure qui n'est pas tenue par les politiques ou qui n'est tenue que par trop peu de politiques. Et quant à la surreprésentation politique de la France périphérique, elle est exacte numériquement, mais en même temps, je crains que beaucoup des élus n'aient pas pris conscience du fait qu'au lieu d'aller quémander une petite exception pour leur village, leur bourg, leur circonscription, il fallait qu'ils arrivent à imposer la volonté régalienne face à la structure administrative. Le moment est venu de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je renvoie donc la suite et les propositions pour sortir de la crise
au Bada que nous allons immédiatement enregistrer grâce aux questions du public ici présent. Personnellement, je voudrais juste conseiller d'aller voir le film de Jeanne Herman qui s'appelle Pupille, qui est l'histoire d'une adoption, qui est un film, d'abord quand on aime les acteurs, il y a une telle flopée d'acteurs, y compris pour des rôles minuscules, et chose qui n'est pas fréquente, j'en ai fait l'expérience et j'ai posé la question à d'autres qui ont eu la même, certains acteurs que l'on n'aime pas du tout sont dans ce film, et bien dans ce film, on les aime. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en faisant tomber quelque chose de ma bibliothèque, je suis tombé, j'ai déjà eu l'occasion de dire il n'y a pas très longtemps du bien d'un numéro de la NRF, mais là, toutes les tâches dans lesquelles sont les numéros de la NRF sont tombées, et du coup, saisi de désespoir, comme Jean-Louis et comme Nicole, je me suis assis et j'ai commencé à les refeuilleter. Toutes les revues sont intéressantes, et si nous passions à lire les revues, allez, mettons le quart ou le tiers du temps que nous passons à regarder les télévisions d'information directe, nous serions beaucoup moins bêtes, et peut-être même plus intelligents. Mais je dois dire que la NRF, qui a été réformée récemment par Michel Crépu, c'est vraiment une revue formidable. Et que la littérature prise par tous les bouts pour raconter le monde d'aujourd'hui, le monde d'avant, le monde d'après, bref, la NRF est une revue particulièrement recommandable. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander un dictionnaire, et un dictionnaire sur l'Europe, qui est paru chez Actes Sud, l'Europe encyclopédie historique. C'est un dictionnaire qui a été établi sous la direction de deux très grands historiens, qui sont Christophe Charles, qui est, je crois, contemporanéiste, et Daniel Roche, qui est un illustre moderniste. Et je crois que c'est intéressant, parce que quand on a des dictionnaires sur l'Europe, je ne suis pas mon premier dictionnaire sur l'Europe. Quand on a des dictionnaires sur l'Europe, on a subsidiarité, majorité qualifiée, commission, directive, etc. Et bien là, pas du tout. On a le passé concret, charnel. L'Europe est une terre charnelle. Daniel Roche est un grand historien de la vie quotidienne, des vêtements, des choses. On a donc toute la vie quotidienne. Et si on veut retrouver avec ce qu'est l'Europe, ce qu'est notre bien commun en tant qu'Européens, je pense qu'il est très intéressant de se ressourcer dans l'Europe encyclopédie historique plutôt que dans le 90e sommet de la dernière chance. Marc-Olivier Padis. Je ne peux que m'associer à l'éloge des revues fait par Philippe. Et à propos des revues, un homme de revue qu'on a bien aimé, j'ai juste ressorti de ma bibliothèque le dernier livre de Pierre Asner. Jean-Louis Bourlange avait parlé la semaine dernière dans ses brèves du colloque qui lui a été consacré. Et Jean-Louis est passé de même que Nicolas. Donc je voulais redire juste un mot. La revanche des passions, chez Fayard, Métamorphose de la violence et crise du politique. Ce qui était intéressant dans toutes les analyses de Pierre Asner, c'est que justement, il ne séparait jamais les questions du système international, des institutions politiques et des mouvements qui traversent la société, et en particulier les passions politiques. C'est peut-être un des seuls spécialistes de relations internationales qui savait parler des passions politiques, un sujet trop abandonné même par la science politique, n'en traite pas du tout. Et donc, c'est vraiment une lecture que je recommande vivement. Nicole Nesotto. Alors moi, je vais faire une brève très réjouissante par ces temps moroses. Il s'agit d'un vaudeville opérette. J'ai cru que vous alliez annoncer une baisse sur le prix du cyanure. Que j'ai vu la semaine dernière à Rouen. Mamselle Nitouche, qui a été composée, écrite par Hervé, qui est un peu le créateur du genre, dont Offenbach s'est beaucoup inspiré après 1883. Alors c'est une opérette absolument jubilatoire, avec notamment Olivier Py, qui joue 3 rôles, dont 2 formidables. Il est à la fois la mère supérieure d'un couvent, dont on ne sait pas trop si c'est une mère maquerelle ou la mère supérieure d'un couvent, et une cocotte qui reçoit le major de l'armée présente en garnison. C'est absolument extraordinaire, c'est drôle. Alors, c'est terminé, c'était à Rouen, mais sinon je n'en parlerai pas. Mais les bonnes nouvelles de Nicole Nesotto sont souvent terminées. Comme c'est une association de 8 opéras de province, ça repassera à Paris. Ça arrive à Paris en fin de tournée, en juin, au Théâtre Marigny. Donc déjà, réservez vos tablettes. Nicolas Bavrez. Toujours la province avant Paris. En fait, nous ne nous concertons pas. Et moi, j'avais la même idée que Marc-Olivier Padis. Je voulais rendre hommage à Pierre Asner qui nous a quittés cette année. Rendre hommage et vous inciter à lire son dernier livre qui était La revanche des passions.
et parce que c'est vraiment, j'allais dire, exactement ce dont on a discuté, et notamment la tension entre raison et passion. J'ajouterais juste à ce qui était dit que la marque de Pierre Asner, c'est qu'il donnait un éclairage philosophique à la politique et au système international, et que ce dont nous parlons aujourd'hui et ce qu'il analyse là-dedans, c'est de fait la fin de ce qu'on a cru être le monde de Kant et de Locke à partir de la chute de l'Union soviétique et au début du XXIe siècle, et le retour à un monde qui est un monde un peu différent, c'est-à-dire le monde de Hobbes, celui des États et du Léviathan, le monde de Nietzsche, celui des identités, le monde de Marx, celui de la lutte des classes, et enfin le monde de Weber, celui de la guerre des dieux. C'est un monde qui est dominé par la peur, et c'est cette peur qu'il faut désarmer, mais c'est possible. Je vous rappelle ce que disait Roosevelt dans son discours du New Deal, la seule chose dont nous devions avoir peur, c'est la peur elle-même, et c'est exactement ce qu'il faut désarmer, et en France, et dans le système mondial aujourd'hui. Tous ceux qui sont autour de cette table... Tous ceux qui sont autour de cette table et très au-delà, qui ont connu, lu, entendu, écouté plus qu'entendu Pierre Asner, en ont gardé un souvenir extrêmement fort, plus une grande affectueuse tendresse pour l'homme. Merci, c'était donc le Nouvel Esprit Public, préparé avec Benoît Heurtel, enregistré par Laurie Galigani et Christian Sory à l'École alsacienne, produite par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le BADA et donc les échanges avec la salle. Et puis je vous donne évidemment aussi rendez-vous la semaine prochaine et merci à notre public.